transporte notre camarade est attendu à l'aéroport d'Orly aux environs de 21 h. Polémique sur l'attentat qui a coûté la vie à 58 soldats français en octobre dernier au Liban. Le père d'un des parachutistes estime que l'on n'a pas dit toute la vérité sur les conditions de l'attentat. La police belge, toujours à la recherche des terroristes responsables de 5 explosions en Belgique, un indice nouveau vient relancer l'enquête. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans une heure ou peut-être moins, Jacques Abouchar sera parmi nous. L'avion qui le ramène en France est parti ce matin de Kaboul en direction de Paris. Il a fait tout à l'heure une escale à Moscou et il devrait arriver dans un moment à l'aéroport d'Orly où l'attend un comité d'accueil qui ne manquera pas de surprendre Jacques Abouchar après ses 40 jours d'internement. Nous retrouvons tout de suite en direct d'Orly Gérard Sebag qui attend l'arrivée de l'avion. Que le Premier ministre, M. Fabius, sera présent, ainsi que M. Mermaz, le président de l'Assemblée nationale. Il faut dire que tout au long de ces 40 jours de détention, Jacques Abouchar a véritablement été le symbole de la liberté d'expression et de la liberté d'information. Cette libération est intervenue grâce à la formidable pression de l'opinion publique et aussi de l'ensemble de la classe politique française unanime. Jacques Abouchar a appris sa libération hier soir, il se trouvait dans sa prison de Kaboul et ses geôliers l'ont transporté pour l'occasion dans une autre cellule où ils avaient placé un écran de télévision. Et c'est par le speaker de la télévision afghane qu'il a appris sa grâce. L'avion transportant Jacques Abouchar n'est plus très loin de Paris, à 1 heure très précisément. C'est un avion spécial, un mystère 50 du président de la République. Nous retransmettrons vers 21 h donc en direct dans Champs-Élysées les premières minutes du retour de Jacques Abouchar à Paris. Oui, la nature du comité d'accueil qu'évoquait Gérard Sebag témoigne assez bien de la mobilisation qui a permis d'obtenir la libération de Jacques Abouchar. La présence entre autres du Premier ministre et du Président de l'Assemblée nationale montre bien à quel point ce que nous avons appelé pendant 40 jours l'affaire Abouchar, cette affaire a rapidement pris une ampleur nationale, puis internationale, avec des protestations qui sont venues du monde entier. Philippe Rochaud nous rappelle ce que furent les prises de position du monde politique, des médias et de tous ceux qui attachent de l'importance à la liberté de l'information tout au long de ces 40 jours. Dès que la nouvelle de la capture de Jacques Abouchar est connue, le 19 septembre, une véritable mobilisation du monde politique français et de l'opinion internationale s'organise pour obtenir sa libération. C'est d'abord la naissance d'un comité, présidé par Denis Périer-Daville, qui entame les démarches à l'ambassade d'Afghanistan. L'affaire Abouchar est évoquée dès le 26 septembre à New York par Claude Cheysson, ministre des Relations extérieures, qui demande à Andreï Gromyko, son homologue soviétique, d'intervenir pour obtenir la libération de notre envoyé spécial en Afghanistan. Les protestations dépassent le cadre de la France. Le Parlement européen adopte à la quasi-unanimité une motion présentée par Dominique Baudis et demandant la libération d'Abouchar. Pourtant, à Kaboul, la procédure réservée aux journalistes capturés se met en marche. Abouchar doit répondre aux questions d'une trentaine de confrères des pays de l'Est dans une conférence de presse qui est déjà l'antichambre du tribunal. Le 18 octobre, pour marquer le premier mois de sa détention, le comité pour la libération de Jacques Abouchar organise une manifestation à laquelle participent des personnalités du monde de la presse, mais aussi de simples citoyens dont les lettres arrivent encore aujourd'hui par milliers. En gros, c'est autour de 50 000 lettres que nous avons reçues, et très vite. Les premières sont arrivées très vite. Qu'est-ce que nous disaient les gens? D'abord, naturellement, une manifestation de sympathie, d'émotion devant le sort de notre confrère, mais aussi, et ça, ce qui était le plus intéressant, c'est qu'après avoir demandé qu'est-ce que je peux faire, est-ce que vous voulez de l'argent, les gens surtout posaient le vrai problème, c'est celui de la liberté de l'information, et ils disaient, ce type-là est allé en Afghanistan pour nous informer, et nous voulons savoir ce qui se passe dans ces pays où il y a des événements qu'on veut nous cacher. 2 jours plus tard, la condamnation d'Abouchar à 18 ans de prison va permettre au processus de la grâce présidentielle de se mettre en place. C'est d'abord Louis Mermaz, le président de l'Assemblée, qui demande la clémence. Je le fais aujourd'hui pour réclamer la libération de notre compatriote Jacques Abouchar, en demandant qu'une décision soit prise en ce sens, et sans plus tarder, par les autorités afghanes. Le Parti communiste français condamne aussi le verdict de Kaboul et décide de suspendre ses relations avec le PC afghan. Le Premier ministre monte à la tribune de l'Assemblée pour plaider la cause de Jacques. Dans le cas d'Abouchar,
Il s'agit d'un emprisonnement d'autant plus inacceptable qu'il vise un homme dont précisément le métier est la liberté. Le lendemain, le Bundestag, le Parlement allemand, réclame aussi la libération de Jacques Abouchar. Le département d'État américain s'indigne du verdict prononcé et dans la journée même, la libération de notre confrère est annoncée. Le gouvernement afghan se déclare prêt à relâcher Jacques Abouchar. C'est finalement Claude Estier, président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, en visite à Moscou pour le 60e anniversaire des relations entre la France et l'URSS, qui annoncera la mesure de grâce accordée par les Afghans et la fin de cette affaire Abouchar, qui avait commencé le 17 septembre sur les routes des montagnes du Baloutchistan. Des pressions qui ont donc été décisives pour obtenir la libération de notre camarade, avec un paradoxe ce soir, la grogne du Parti communiste français. Le PC se réjouit bien sûr de la libération de Jacques Abouchar, mais il affiche ouvertement son irritation quant à l'attitude de l'Union soviétique dans le dénouement de cette affaire. Un coup de froid entre le PCF et Moscou qui mérite un commentaire, Paul Amar. Les communistes français n'osent pas le dire aussi crûment, mais ils ont le sentiment désagréable d'avoir été floués, bernés par Moscou. Pendant un mois, le Parti communiste français a insisté sur la seule responsabilité des Afghans. Il est intervenu auprès de Kaboul, et de Kaboul seulement, pour réclamer la libération de Jacques Abouchar. Il a rompu ses relations avec le seul Parti communiste afghan pour marquer son indignation, comme s'il avait voulu protéger Moscou, comme s'il avait voulu dire aux Français « Ne tombez pas dans le piège tendu par les socialistes et la droite, ne faites pas de l'anticommunisme primaire, Moscou n'a rien à voir dans cette affaire ». Or, qui a capturé Jacques Abouchar? Les soldats soviétiques. Qui a menacé les journalistes s'ils s'avisaient de recommencer? L'ambassadeur soviétique au Pakistan. Qui a annoncé et peut-être décidé la libération de notre ami? Les dirigeants soviétiques, qui se sont ainsi montrés grands seigneurs, mais qui n'ont pas été pour autant gênés d'étaler aux yeux du monde leurs responsabilités et de montrer leur emprise sur le vassal afghan. On comprend dans ces conditions l'amertume des communistes français, amertume d'autant plus forte que leurs camarades soviétiques ont préféré réserver la primeur de l'information aux socialistes. Georges Marchais, Charles Fitterman et André Lajoigny ont réagi en boudant d'une manière ostensible la réception offerte hier par l'ambassadeur soviétique à Paris. Trop ostensible, diront ceux qui affirment bien connaître le parti. Qui osera dire demain, lors de la marche pour la paix, suscitée, inspirée par le parti, que les communistes français roulent encore pour Moscou? Oui, je vous rappelle que Jacques Abouchar arrive donc en principe ce soir vers 21h. Vous vous souvenez de l'attentat qui a coûté la vie à 58 soldats français au Liban. C'était le 23 octobre 83. Un camion bourré d'explosifs était lancé contre le PC Drakkar où dormaient les parachutistes français. L'émotion avait été immense à l'époque, d'autant que quelques minutes auparavant, une autre explosion avait ravagé le cantonnement des Marines américains à quelques centaines de mètres de là. Eh bien ce soir, le père d'un des soldats français accuse. On n'a pas dit toute la vérité sur cette affaire, il n'y a pas eu de camion piégé, et ce sont les Syriens qui ont fait sauter l'immeuble qu'ils avaient auparavant bourré d'explosifs, dit-il. Le père du parachutiste tué dans l'attentat demande que soit nommée une commission d'enquête pour obtenir des détails sur cette affaire. François Cornet. À 6h23 ce matin-là, le cantonnement du 1er régiment de chasseurs parachutistes n'est plus qu'un amas de ruines. Les 8 étages de l'immeuble se sont amoncelés comme une pile d'assiettes vers le point d'amorçage de l'explosion situé au sous-sol. Une camionnette rouge piégée, pilotée par un kamikaze de la djihad islamique, a dévalé la rampe d'accès avant d'exploser. C'est la version officielle de cet attentat. On ne dit pas la vérité, accuse le père de l'une des 58 victimes du Drakkar. L'immeuble, occupé avant l'arrivée des parachutistes français par les services secrets syriens, avait été piégé par ces derniers avant leur départ. L'explosion a été déclenchée le 23 octobre 83 par télécommande. C'est la conclusion de l'enquête menée durant une année par M. Delabatti, dont le fils, lieutenant du 1er RCP, est mort sous les décombres. L'accusation est basée sur les témoignages de survivants et les avis d'experts. 3 enquêtes sur cet attentat, répond le ministre français de la Défense, ont abouti aux mêmes conclusions. Il y a des enquêtes. Que montrent ces enquêtes? C'est que, permettez-moi de dire, pour le moins, il y a des analogies qu'on ne peut pas oublier quand on parle de ces choses si dramatiques. C'est que quelques instants avant l'attentat contre le Drakkar, il y avait eu un attentat contre l'immeuble du détachement de la multinationale américain. Un camion piégé. 260 morts.
Il y a eu le 21 décembre 1983 un camion piégé contre un poste français, frégate. Il y a eu beaucoup d'autres attentats avec des voitures, des camionnettes, des attentats piégés. Il y a au moins analogie en tout cela. Qui pourrait penser que le ministre de la Défense, l'état-major des armées, le gouvernement, voudrait mentir aux Françaises et aux Français? Comment pourrait-on penser que pendant tant de mois, 12 mois, une vérité aussi grave aurait été cachée à l'opinion publique? En politique, ce week-end était marqué essentiellement par le congrès du CDS qui se tenait à Toulouse, la ville de Dominique Baudis. L'occasion de mettre les choses au clair dans ce parti qui passe pour être l'appareil de Raymond Barre pour la course au présidentiel de 1988. Car si les membres du CDS se sont découverts la fibre barriste, ils ne sont pas pour autant d'accord avec toutes les prises de position de l'ancien Premier ministre qu'ils se refusent à soutenir de manière inconditionnelle. Le reportage de Daniel. Barriste, mais surtout pas Godillot. C'est ce que se sont efforcés d'expliquer aux militants, aussi bien Jacques Barrot, le secrétaire général, que Pierre Méhaignerie, le président du CDS. Mais ils sont bien conscients que l'étiquette barriste draine vers eux un courant d'adhésion dont il serait sot de se priver. Leur prudence se justifie pourtant dans la mesure où ils ne veulent surtout pas être embarqués dans la guerre des chefs. Je crois que l'engagement politique, le mien, le vôtre, est un mouvement exactement inverse de celui qui conduit à remettre son destin, son avenir, entre les mains d'un homme, quel qu'il soit et quelle que soit sa valeur. C'est dans cet esprit que je dis, par exemple, que nous partageons avec Raymond Barre un certain nombre de convictions et d'attitudes, et en particulier, aussi dures soient-elles, nous croyons à la vérité et à l'exigence de rigueur. La preuve que nous ne faisons pas allégeance à un homme, affirme le CDS, c'est que nous ne collons pas à toutes les positions de l'ancien Premier ministre, notamment sur la cohabitation et sur la loi électorale. Sur ce point, les centristes ont évolué. Pour nous, l'essentiel, c'est qu'on puisse dégager une majorité. Donc, nous sommes pour un scrutin à dominante majoritaire. Mais nous acceptons, à la rigueur, une dose de proportionnel. Sur ce point, effectivement, il y a une nuance entre la position de Raymond Barre et la nôtre. Et également sur la cohabitation, vous l'acceptez, pas lui? Nous acceptons la cohabitation, c'est vite dit. Ce qui nous paraît essentiel, c'est que la majorité qui sera élue en 1986, nous espérons que ce sera l'actuelle opposition, puisse appliquer sans délai et sans compromis la politique pour laquelle elle aurait été élue. Et là encore, vous avez une petite différence avec M. Barre. Une petite nuance, effectivement, mais nous avons 1 an et demi pour essayer de nous rapprocher. Ce qui transparaît dans les discours, mais qui est beaucoup mieux expliqué dans les couloirs, c'est que le CDS entend se distinguer de ceux qui font de la politique spectacle. Allusion à la rencontre Giscard-Chirac à Joinville-le-Pont. Pas question non plus de petites phrases assassines entre présidentiables. Et sur ce point, le CDS voudrait bien que M. Barre n'apparaisse pas comme le cancre de l'Union. Politique encore avec Jean-Marie Le Pen qui a confirmé aujourd'hui en Corse que son parti présenterait des candidats dans tous les cantons renouvelables aux élections du mois de mars prochain. Politique toujours avec la réunion à huis clos du comité central du RPR. Dans son rapport adopté à l'unanimité, le comité central précise sa stratégie en vue des législatives de 1986 avec 2 points émergents. D'abord une opposition déterminée au pouvoir, c'est cela, et une union exemplaire de l'opposition. Le tribunal administratif de Paris vient d'annuler l'arrêté de révocation de Didier Gandossi. M. Gandossi était l'un des responsables d'un syndicat de police, la FPIP, et il avait été révoqué au lendemain des manifestations des policiers le 3 juin 1983. Une manifestation qui s'était déroulée au lendemain de la mort de 2 policiers abattus avenue Truden à Paris. Le tribunal administratif a invoqué l'irrégularité de la procédure disciplinaire qui avait mené à la révocation de Didier Gandossi.
À l'étranger, on est toujours sans nouvelles du père Popieluszko, enlevé vendredi dernier par des inconnus. L'aumônier des aciéries de Varsovie serait néanmoins vivant, c'est du moins ce que croit savoir le comité de soutien qui se préoccupe de son sort. Aujourd'hui, le comité central du Parti communiste polonais a ordonné une enquête au sein même de la police après l'arrestation avant-hier de 3 fonctionnaires qui auraient trempé dans l'enlèvement du prêtre. Martine Laroche-Joubert. Émotion et tempête politique en Pologne, une semaine après l'enlèvement du père Popieluszko. C'est une déclaration d'un responsable de son comité de soutien qui a mis le feu aux poudres. Le père serait aux mains de la police politique polonaise. Une accusation jugée assez grave pour que le comité central du parti ordonne l'ouverture d'une enquête au sein de la police. Une décision nuancée de menaces contre les ennemis de la Pologne qui profiteraient de cette provocation pour déstabiliser le régime. Éviter toute crise, c'est le souci majeur du pouvoir. Depuis que l'emprisonnement du père dans le coffre de la voiture d'un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur arrêté depuis a été prouvé. Des milliers de policiers mobilisés, des recherches intenses, aucune piste n'est négligée pour retrouver le père. Mais d'après les informations que nous venons de recevoir de Varsovie, le ministre de l'Intérieur doit faire ce soir le point sur l'enquête. D'autre part, des patrouilles de miliciens se déploieraient dans la capitale. Ces indices peuvent faire redouter une issue fatale. Des appels au calme sont lancés par les chefs du comité de soutien, comme Monseigneur Glemp, cardinal primat de Pologne, vient de mettre en garde contre une éventuelle occupation de leurs locaux par la police. L'enlèvement du père Popieluszko pourrait être le déclic de l'ouverture d'une crise grave en Pologne. Voici 8 jours, la police et la justice belge lançaient une vaste opération antiterroriste intitulée Opération Mammouth. Ils espéraient ainsi retrouver les auteurs des 5 attentats commis depuis 15 jours en Belgique. Une opération qui a, semble-t-il, porté ses fruits puisqu'aujourd'hui, un indice nouveau est apparu qui donne à cette affaire un caractère international. L'enquête de Bruno Ledreff. Une cocotte minute comme celle-ci, achetée dans un grand magasin de Bruxelles, a trahi les auteurs de plusieurs attentats. Au début du mois d'octobre, 4 explosions détruisent les locaux d'une société allemande installée en Belgique. Une des bombes n'explose pas, il s'agit d'une cocotte minute remplie de poudre. Une technique déjà utilisée en France, récemment à 2 reprises, une fois au Pays Basque, l'autre à Paris, le 23 septembre dernier, lors d'une tentative d'attentat attribuée au groupe Action Directe. Ici en Belgique, on y voit une piste qui établirait des liens entre poseurs de bombes belges et français. Une même technique d'attentat, alors pourquoi pas les mêmes hommes, ou en tous les cas des hommes qui se rencontrent, échangent des informations, se rendent des services. Autre indice, dans la nuit du 2 au 3 juin dernier, 800 kilos d'explosifs sont dérobés dans un entrepôt en Belgique. 23 kilos de ce même explosif ont déjà été retrouvés dans une voiture, piégée par Action Directe, égarée devant le siège de l'Union de l'Europe occidentale à Paris. En Belgique, on avait jusqu'à aujourd'hui toujours refusé d'admettre l'idée d'un terrorisme spécifiquement belge. Pourtant, hier, à Bruxelles, le ministre de la Justice nous a fourni de nouvelles informations. La Belgique a longtemps été pour les terroristes de tous bords une base de repli, une base d'organisation, une base d'intendance, pourrait-on dire. Et puis, brusquement, l'on est passé à l'action, sans doute enhardi par le fait que la Belgique ne disposait pas jusqu'ici de moyens efficaces de lutte contre le terrorisme, et nous avons certainement pas mal de retard sur la plupart des grands pays voisins. Pour lutter contre cette nouvelle forme de violence sur son territoire, le gouvernement belge vient de créer un groupement interforce antiterroriste dont la direction est installée au ministère de la Justice. Et puis ici, on relance l'idée d'un espace judiciaire européen. Selon les Belges, il permettrait une coordination internationale dans la lutte contre un terrorisme qui, lui, ne connaît plus depuis longtemps de frontières. L'enquête sur la mort du petit Grégory n'a guère avancé ces dernières 24 heures depuis la diffusion du nouveau portrait robot établi par les policiers. Seul fait nouveau, les parents du petit garçon retrouvé assassiné dans la Vologne, ses parents se sont portés partie civile après avoir choisi leur avocat, Maître Garot, qui est aussi l'avocat de l'association Légitime Défense. Sur place, Isabelle Bechler. À la gendarmerie de Bruyères, les enquêteurs continuent leur travail de fourmi, mais sans résultat concluant. Seule communication à la presse, cette affichette manuscrite qui avoue que l'enquête ne progresse que très peu. Ce matin, les parents de Grégory, qui se sont constitués partie civile, ont vu leur avocat chez le juge. Un choix qui peut surprendre. Maître Garot a plaidé à plusieurs reprises pour Légitime Défense. Celui qui plaide par exemple pour Patrick Henry, il est comparable à Patrick Henry.
Ah, je l'ai pas dit. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Non, pas du tout, mais Bon, comme on alors... sent un sentiment de vengeance dans tout le village, on peut s'étonner un peu. Un sentiment de vengeance, il s'agit d'un sentiment de justice. Trouver l'assassin, ça me paraît la justice normale, naturelle. Je pense qu'il n'y a pas un honnête homme qui ne veuille pas qu'on découvre l'assassin, celui qui a tué cet enfant. Voilà mon sentiment. Les parents de Grégory ne nous ont pas expliqué le choix de leur avocat. Il s'agit pour eux, avant tout, d'avoir accès au dossier de l'instruction. Tout autre chose maintenant avec le sport et le commerce qui font bon ménage, on le sait depuis des années. Encore faut-il que les sponsors, comme l'on dit, y trouvent leur compte. C'est sans doute ce que pensent les responsables de Merlin, dont le nom est devenu inévitable sur le Tour de France ou sur les autres grandes courses cyclistes. Merlin qui a décidé pourtant de s'intéresser à un autre sport, tout aussi porteur, la compétition automobile. Alain Verneau nous explique comment il veut ainsi passer du 2 roues aux 4 temps. Dans le cyclisme, la route, c'est le théâtre des exploits. Mais la route, c'est aussi un interminable panneau publicitaire où règne l'un des plus célèbres promoteurs immobiliers français. Merlin, qui consacre chaque année 30% de son budget publicitaire au vélo, n'a pas du tout l'intention d'abandonner le cyclisme. Mais sa participation se limitera désormais au Tour de France et aux grandes classiques. L'avenir de certaines courses est sans doute compromis. En réalité, aujourd'hui, le cyclisme n'est plus le spectacle le plus payant. Et Merlin l'a compris, il faut vendre le nom au-delà des frontières, dans d'autres sports portés par les médias. Alors, la Formule 1, oui, mais avec Renault, partenaire français. Je pense que ça irait très bien avec l'image de marque de Renault. Beaucoup de nos clients viennent dans nos programmes et chez eux avec des Renault. Je pense que ça serait un mariage qui ne serait pas du tout discordant. Merlin en Formule 1, le feu vert ne sera en tout cas donné qu'à la fin de 1985. Le promoteur français se donne 1 an pour faire les études de marché nécessaires. Mais Merlin a déjà son idée, pas nouvelle, sur sa présence dans l'automobile. La formule n'est pas choisie. Ça serait ou un marquage sur les circuits, si cela est possible, ou alors à ce moment-là des sigles sur les flancs des voitures. Si aucun contact officiel n'a été pris entre l'écurie française de Formule 1 et Merlin, une chose est certaine aujourd'hui. Renault veut partager les frais en haute compétition. C'est après tout le rôle d'un promoteur qui gagne déjà beaucoup d'argent grâce à un autre sport. En football, fin de la 14e journée de première division, ce sont les Européens qui jouent ce soir, à suivre Bordeaux qui reçoit Sochaux et devrait logiquement détrôner Nantes du fauteuil de leader. Autre match à suivre, Metz qui se déplace à Tours et Paris Saint-Germain considérablement remanié qui accueille Rouen. Et puis à noter aussi en basket la victoire cet après-midi en championnat de France de Villeurbanne qui a battu Orthez sur le score de 86-80. Villeurbanne toujours en tête du championnat. Un sport dont nous vous parlons assez rarement dans ce journal et qui pourtant est à la fois difficile et spectaculaire. Un sport qui est aussi un loisir, mais qui, vous allez le voir, est à l'origine de prouesses tout à fait remarquables. Il s'agit de l'alpinisme, avec l'ascension pour la première fois du pilier sud-ouest du Dhaulagiri. C'est l'un des sommets les plus hauts du monde dans la chaîne de l'Himalaya, et 2 Français viennent justement de réussir cette première. Il s'agit de Pierre Bégin et Jean-Noël Roche. Ils étaient accompagnés de Philippe Lallet, qui nous a ramené les images que vous allez voir maintenant. Double succès en Himalaya. Pierre Bégin et Jean-Noël Roche, tous 2 alpinistes de renom, viennent de vaincre l'un des plus redoutables sommets du Népal, le Dhaulagiri, 8172 mètres. La voie empruntée, l'arête sud-ouest, est un pilier mixte, neige, glace et rochers, avec des passages 5e degré extrêmement délicats à passer à cette altitude. La tendance actuelle des expéditions en haute montagne est à la légèreté, sans oxygène, sans Sherpa et un nombre limité de grimpeurs. En 1978, une expédition japonaise extrêmement lourde avait ouvert la voie et atteint le sommet. Pour la 2e fois sur cet itinéraire, mais cette fois-ci sans oxygène, le sommet est atteint par Jean-Noël Roche et Pierre Bégin. C'était le 4 octobre 1984. On pensait que c'était plus facile, tu vois, à partir du 2e ressaut. En réalité, le 2e ressaut est très technique. Il y a beaucoup de passages de rochers un peu difficiles, tu vois, 4 sub 5. Puis des plaques de glace qui sont accolées au rocher, mais qui sont pas suffisamment épaisses, alors en fait c'est très délicat point de vue technique, tu vois. Ah, là-haut, ça vaut vraiment le coup. Bon, évidemment, on en parle, mais il y a un tel spectacle. D'ailleurs, on a essayé de le raconter un petit peu, mais avec ces mers de nuages sur le Népal, et puis de l'autre côté, le Tibet, le Dolpo et tout, c'est une leçon de géographie. J'en avais l'impression de dominer le pays, d'être sur un plateau qui flottait sur des nuages.
C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Ça, c'est la seule fois que... Il n'y a qu'ici que je l'ai vu, comme ça. À la descente, Jean-Noël Roche battait le record du monde de vol de pente, avec un départ de l'altitude de 5700 mètres. Pendant ce temps, Pierre Bégin descendait tout seul la voie gravie les jours précédents par les 2 alpinistes. Cette expédition fera certainement date dans l'histoire de l'himalayisme. Rapidité, sécurité, efficacité et un travail de professionnel de la montagne. Oui, puis une dernière minute, j'apprends à l'instant que le père Jerzy Popieluszko, donc l'aumônier des Assiris de Varsovie, disparu depuis vendredi, le père Popieluszko a été assassiné, c'est ce qu'avoue l'un des ravisseurs, et c'est ce que rapporte ce soir le ministre de l'Intérieur polonais. Voilà une confirmation donc de l'assassinat du père Popieluszko. Tout autre chose, maintenant on parle beaucoup depuis plusieurs mois de la démocratie locale, c'est un corollaire de la politique de décentralisation souhaitée par le gouvernement. Une initiative fort intéressante apportait aujourd'hui sa contribution au développement de cette démocratie locale. Il s'agit de l'opération Télécommune réalisée à l'occasion du Congrès des maires de France. Une opération qui a permis à 12 communes de dialoguer entre elles et avec Paris grâce à un système de télévision auquel Antenne 2 était associée. Patrick Esther. Une émission de télévision exceptionnelle, 2h30 entièrement interactive. C'est-à-dire que pendant 2h30, les maires de 13 communes ont pu échanger leurs idées sur la mairie du futur. Une expérience de communication rendue possible grâce à l'emploi du nouveau réseau du satellite télécommun. Le satellite français lancé avec succès par la fusée Ariane le 4 août dernier. Depuis le studio du Palais des Congrès à Paris, les images étaient acheminées vers 12 salles de spectacle équipées de grands écrans dans 12 communes de France. En direct de Biarritz, du Puy du Fou en Vendée, d'Arc-et-Senans en Franche-Comté, d'autres maires ont pu participer au débat en étant présents à l'image. Au cours de l'émission, les spectateurs de ces salles équipées de grands écrans ont pu véritablement visiter en direct l'exposition parisienne consacrée aux techniques modernes. Poser leurs questions, comparer leurs expériences de câblage, d'administration ou de gestion, sans oublier bien sûr la décentralisation. Cette opération l'a prouvé, des maires de communes de 140 habitants seulement ont à apprendre des maires des grandes métropoles bien sûr, mais ont aussi beaucoup à leur enseigner. Une expérience qui pourra se renouveler à souhait à l'avenir, puisque le satellite fonctionne parfaitement. Cette émission l'a largement démontré, la France entre de plein pied dans l'âge de la communication par satellite. Les tiercés de ce week-end maintenant, avec d'abord les résultats de la course d'aujourd'hui qui se déroulait à Auteuil, la combinaison gagnante, le 6, le 2 et le 9, ce qui rapporte dans l'ordre et pour 5 francs, voilà 511 francs 50 et 73 francs 50 dans un ordre différent, toujours pour 5 francs. L'autre tiercé se court demain à Longchamp, voici les pronostics de Pierrette Bresse. Dimanche après-midi se courra le dernier tiercé de la saison de Longchamp, puisque dès la semaine prochaine, c'est l'hippodrome d'Auteuil qui prendra la relève avec les chevaux d'obstacles. Dimanche donc, tiercé dans le prix du Nabob, une course longue de 1950 mètres avec l'arrivée au deuxième poteau. Cette épreuve est réservée aux chevaux âgés de 3 ans et plus. Parmi les concurrents engagés dans cette épreuve, voici la sélection que je vous propose. Avec en tête Miss Persia, suivie de Belbury, Regal Steep, Double Sweep, Carriage, Quetzal Pacha, Moroloch, Riverswell et Grid Date. Voilà, la météo maintenant avec Brigitte Simonetta et un temps qui se gâte un peu. Oui, avec une légère dégradation par le nord-ouest. C'est la perturbation qui nous tire par la Manche. Regardez la photo satellite. L'anticyclone est toujours là, tant mieux. Tant mieux, il empêche. Il ne permet pas à cette perturbation qui va descendre au cours de la nuit d'être aussi active qu'elle le voudrait. Vous remarquerez également que la Corse reste prise dans les nuages. Résultat sur la carte de demain. Donc des résidus pluvieux orageux sur la Corse, sur la moitié sud du pays, après dissipation des brouillards matinaux. Ce sera du beau temps. Sur la moitié nord du pays, ces brouillards seront très lents à se dissiper. Et sur les côtes de la Manche, le nord et le nord des Ardennes, les nuages resteront très nombreux et pourront donner quelques pluies. Grande fraîcheur cette nuit, de 3 à 10 degrés sur la France. Et grande douceur demain après-midi vers 15h, de 14 à 17 degrés sur la moitié nord et de 15 à 23 degrés maximum à Biarritz sur la moitié sud. Demain, dimanche 28 octobre, le soleil se lèvera à 7h30, se couchera à 17h37. Ce sera la Saint-Simon et on dit que Saint-Simon est le patron des causes désespérées.
Je vois sur mon récepteur de contrôle que Jacques Abouchar n'est toujours pas arrivé à l'aéroport d'Orly. Il devrait arriver aux environs de 21 h, un événement que vous pourrez suivre tout à l'heure en direct, puisque Michel Drucker interrompra son émission Champs-Élysées pour donner l'antenne à nos équipes qui se trouvent à l'aéroport d'Orly, en compagnie de nombreuses personnalités qui sont là pour accueillir notre camarade. Le dernier journal sera aux environs de 23 h 30. Jacques Segui reviendra en détail sur le retour de Jacques Abouchar et sur la conférence de presse qu'il devrait tenir dès son arrivée. Demain à 12 h 45, vous retrouverez Daniel Bilalian pour Antenne de Midi. Bonsoir, à demain 20 h.